Parlant de perte d'emploi, il y a eu Bell aujourd'hui et depuis le 1er janvier, on parle de plus en plus de licenciements. Ce soir, on va zoomer ensemble sur ce phénomène. Regardez ce tableau. Ça va de Rona à Bureau en gros, en passant par des entreprises technologiques. Bref, on sent que le marché de l'emploi bouge rapidement. Et ce soir, on veut y voir plus clair. Vous, à la maison, est-ce que vous craignez de perdre votre emploi? Puis je vous dirais, si vous avez des jeunes, allez les chercher. Dites-leur de s'asseoir devant la télé parce qu'on va parler d'emplois d'avenir et peut-être d'emplois à éviter avec tous les changements technologiques. À mes côtés, Emna Abraham, qui est directrice générale de l'Institut du Québec. Annie Boilard, vous êtes experte en ressources humaines. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en 6 mois, le vent a tourné et qu'il souffle dans une direction totalement opposée. On parle de plus en plus de perte d'emploi, Emna Abraham. C'est certain qu'au cours des dernières années, on était vraiment dans une situation de frénésie sur le marché du travail. Il y avait des pénuries de main-d'œuvre, il n'y avait presque pas de chômage. En 2023, le vent tourne quelque peu. Avec la hausse des taux d'intérêt, l'activité économique, elle ralentit. Mais ce qu'on constate quand même, quand on regarde les chiffres comme il faut, c'est qu'au cours de la dernière année, ce ralentissement économique, il n'a quand même pas... il a quand même gardé le marché de l'emploi robuste. Parce qu'on va voir les chiffres et on va voir la courbe. Ce sont surtout les emplois vacants qui sont moins nombreux. On n'a pas vu un taux de chômage exploser, mais il y a moins d'emplois disponibles. Exactement. Ce qu'on a vu, c'est avant tout des employeurs qui sont allés rayer des offres d'emploi. Ouais. Des offres d'emploi, surtout pour les emplois les moins bien rémunérés, les moins qualifiés, pour lesquels ils avaient déjà du mal à trouver des candidats. Ils sont allés rayer ces offres d'emploi-là avant de mettre leurs employés à pied. Annie Boilard, vous le constatez, vous êtes sur le terrain. Quand on perd un emploi, c'est vraiment de plus en plus difficile d'en trouver un autre. Oui, bien là, oui, ça aurait été préférable. L'été dernier, c'était Ouais. plus facile de se replacer, sans dire que c'est impossible. Non. Mais il faut considérer que ça va prendre un petit peu plus de temps. Et en fonction de notre profil, ça va différer également. C'est pas la même chose si on a un profil avec, par exemple, 100 diplomation spécialisée versus une spécialisation au niveau technique ou un diplôme universitaire. Les choses vont différer dans l'accessibilité puis la rapidité à trouver un emploi. Donc, ça dépend des secteurs. C'est asymétrique. Puis ça dépend des régions parce que je le constatais dans l'étude que vous avez publiée à l'Institut du Québec. Il y a des régions où la création d'emplois est anémique et il y en a d'autres où ça va plutôt bien. Ce qui a vraiment changé en 2023, c'est que d'habitude, on voit vraiment le plus gros de la création d'emplois se faire à Montréal. Ouais. Cette année, ce qu'on a vu, c'est que, oui, il y a les régions limitrophes, disons, de Montréal. Montérégie, on le voit, là, qui Montérégie, mène le bal des créations d'emplois sur la dernière année. Laval, Laurentides, il y a également eu des créations d'emplois. Mais on voit aussi des régions qui étaient vraiment en pénurie de main-d'œuvre grave. La région de Québec, le centre du Québec, qui ont eu des gains d'emploi cette année. Alors, ce qu'on voit, c'est que on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Il y a eu un bond dans la population active cette année, plus de 100 000 personnes de plus dans notre bassin, finalement, de travailleurs potentiels, principalement à cause de l'immigration temporaire. Mais cette offre de main-d'œuvre, elle a peut-être permis de combler certains postes qui étaient vacants. Est-ce qu'on est encore en pénurie de main-d'œuvre, Emna Abraham? Ce qu'on a vu, c'est que les gros déséquilibres qu'on voyait au cours des dernières années, ils se sont vraiment résorbés. Ouais. Si on se ramène un an en arrière, quand on comparait les postes à combler avec les chômeurs qui étaient disponibles, les plus gros écarts, c'était vraiment pour les postes qui requéraient aucune scolarité. On avait vraiment énormément de demandes. En partie parce que pendant la pandémie, il faut se rappeler, il y a beaucoup de travailleurs qui ont quitté la restauration, le commerce de détail, qui sont allés se replacer ailleurs dans des secteurs mieux rémunérés parce que les employeurs étaient prêts à les accueillir. Ouais. Alors, ces employeurs, ils cherchaient à remplacer ces postes-là, en même temps que la demande était très forte. Là, on retournait au restaurant, on retournait au cinéma. Ça a créé des déséquilibres, des distorsions. Et alors, en 2023, une grosse partie de ces déséquilibres, ils ont complètement été rayés, ou bien parce que les employeurs ont simplement dit, bien, l'année prochaine, les consommateurs vont être moins au rendez-vous, notre carnet de commandes est moins rempli, donc je vais juste enlever ces offres d'emploi-là. Annie? Oui, j'avais une question. Je me disais, je regardais les chiffres, puis on observait qu'il y avait présentement plus de postes disponibles. Il y avait moins de postes disponibles pour les gens qui avaient un diplôme postsecondaire que de chômeurs ayant un diplôme de postsecondaire. Je me demandais, Mme Graham, est-ce que l'adage « qui s'instruit s'enrichit » est toujours vrai, selon vous? Comment vous l'interprétez? Oui, tout à fait. La littérature, C'est une excellente question, oui. La littérature est très, très claire là-dessus. Les travailleurs les plus scolarisés vont avoir plus de facilité à retrouver un emploi en cas de perte. Les revenus vont être plus élevés. La trajectoire de carrière va être plus rapide. Donc, cette réalité, elle est bien vraie. Par contre, ce qu'on voit, c'est que,
bien, on a de moins en moins de chômeurs qui sont très qualifiés, mais aussi on a moins de postes pour ce type de travailleurs-là, notamment parce qu'on a eu un recul, par exemple, dans la finance, dans les assurances, dans les services immobiliers cette année. Des secteurs qui sont très sensibles à la hausse des taux. D'ailleurs, on a ici une liste d'emplois à plus faible perspective d'avenir. Parce que c'est l'autre dimension de la discussion, Annie. Il y a des jeunes qui nous regardent, qui font leur choix de carrière, s'en vont au cégep, à l'université, voient ChatGPT arriver, les technologies, l'intelligence artificielle et sa forte pénétration, et se demandent où est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce qu'il faut que j'évite, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'avenir finalement. Et vous nous avez soumis cette liste, entre autres, de certains métiers dont les perspectives d'avenir sont menacées. Oui, c'est ça. Puis c'est intéressant, je rebondis sur ce que disait Mme Braham, c'est qu'on a des jeunes, là, ils finissent l'école, les perspectives d'emploi, les salaires sont élevés dans les entreprises, puis on dit, ah, il y a plus de chômeurs qui ont des diplômes universitaires que de postes vacants. Alors, on se dit, mais non, je ne continuerai pas mes études. Alors, on va regarder le tableau ensemble. Bon, il y avait les traducteurs, il y avait certains emplois en communication, technicien comptable. Ce que vous dites à moyen long terme, là, technicien comptable, l'intelligence artificielle va nous remplacer. C'est ça. Les traductions, on le voit déjà. Hein? Nombreuses sont les entreprises qui utilisent déjà l'intelligence artificielle pour faire des traductions. On parle plus de vérification des preuves maintenant que de traducteurs. Les techniciens en comptabilité, les indicateurs nous montrent que sous peu, la technologie devrait prendre une grosse partie de ce travail. Bien que présentement, des fois, on est un petit peu là-dedans dans les chiffres, c'est l'inverse. On vit une pénurie pour ces gens-là. Donc, c'est comme si on se disait, là, ils sont au sommet, on a beaucoup besoin d'eux, mais possiblement qu'à long terme, un petit peu moins. Il y a des emplois d'avenir, évidemment, et dans le secteur public, un des constats que vous dressez, c'est que la croissance des emplois, elle est beaucoup plus rapide que dans le privé en ce moment. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins dans certains secteurs, on pense à la santé principalement, bien, ils ont été très forts au cours des dernières années, puis ça va continuer à augmenter parce que là, ça ne dépend pas de la conjoncture économique, ça dépend des besoins de la population. On a une population vieillissante, les besoins en santé sont présents, puis c'est un des secteurs où il y a vraiment encore des pénuries de main-d'œuvre importantes, plus de 44 000 postes à combler dans le secteur de la santé, puis 2/3 qui prennent vraiment beaucoup de temps à combler, 3 mois en moyenne. Alors ça, c'est vraiment... Dans les métiers d'avenir, le secteur de la santé, avec la dynamique démographique à la maison, si on est jeune, c'est un secteur qui est porteur. Puis il y en a d'autres, notamment ceux des métiers, Annie, parce qu'on vient de le voir, là, entre autres les soudeurs, des métiers qui ne seront pas remplacés concrètement par l'intelligence artificielle. Effectivement. D'abord, les informaticiens, c'est Oui. certain, ça nous en prend des gens pour créer cette intelligence artificielle. Mais ensuite, les métiers techniques, soudeurs, conducteurs de camions, peut-être un jour conducteur de camions, ça se fera seul. Oui. Mais c'est pas demain la veille là, que tous nos camions seront conduits par l'intelligence artificielle. Il y a également tous les métiers de la construction, nos électriciens en tête de liste. Donc, puis ça, même dans le rapport de Mme Braham, on voyait qu'on anticipe un goulot d'engorgement. Il y a vraiment une demande pour la construction. Oui, absolument. Et les ingénieurs spécialisés en informatique, en robotique. Bref, tout ce qui n'est pas remplaçable ou tout ce qui peut contrôler la bête qui est l'intelligence artificielle. Je vous remercie à vous deux. Discussion fort intéressante et on aura l'occasion d'en discuter parce que c'est une discussion très contemporaine. Au plaisir. Bonne soirée. Merci.